Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes jeudi, il est pile 21h, c'est l'heure de Week-end Sport, comme toutes les veilles de week-end. Nous sommes très heureux que vous nous accueilliez chez vous, comme toutes les veilles de week-end, pour vous présenter toutes les compétitions et tous les événements sportifs qui vont se dérouler tout au long de ce week-end, à partir de demain, avec notamment la reprise du championnat de handball, après l'excellente et la superbe participation algérienne en Coupe d'Afrique des Nations et leur titre de vice-champion d'Afrique. On parlera de football, mais pas de Ligue 1, puisque place à Dame Coupe, les 32e de finale. Ça veut dire que c'est l'entrée en lice des clubs de l'élite de première division. On parlera également de basketball et de volleyball. Et avant tout cela, toujours dans le football, vous le savez, la compétition africaine bat son plein, avec à partir de demain et samedi le début des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, qu'on pourrait d'ores et déjà appeler la Coupe d'Afrique des surprises. Avec plein d'outsiders, il ne reste qu'un grand ou un géant d'Afrique, c'est le Nigeria, même si la Côte d'Ivoire est présente avec son titre africain et qui revient de très très loin, l'équipe de Côte d'Ivoire. On en parlera dans l'émission ce soir et avec moi, les spécialistes de Week-end Sport, à commencer par, ça vous gêne pas que je dise spécialiste, vous l'êtes en tout cas beaucoup plus que moi. Badr Belhadjouja, bonsoir. Bonsoir Riyad, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Merci d'être là. À côté de vous, S-Qualité Football, spécialiste également, Djilali Touzi. Salut Djilali. Salut Riyad, bonsoir Badrou, bonsoir Fatah et bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, vous l'avez annoncé avant moi, il a plusieurs casquettes, mais en tout cas, celle que je préfère, c'est mon suppléant et mon compère, Fatah Abada est avec nous. Bonsoir Fatah. Bonsoir Riyad, toujours content d'être sur le plateau de notre émission Week-end Sport, et puis bonsoir à nos chers téléspectateurs. Voilà, je vous l'ai dit, grosse partie football cette semaine dans Week-end Sport. On va commencer par l'événement continental, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations avec le Jingle Khan. Alors, comment résumer cela? Un super prétendant au titre, qui s'appelle déjà d'ailleurs Super Eagles. Il y a l'équipe du organisateur qui revient de nulle part, et puis il y a des outsiders. Voici ce que nous préparent ces quarts de finale que nous présente Fatah Abada. Ils étaient 24, ils ne sont plus que 8. Au terme d'une phase de groupe passionnante, puis de huitièmes de finale qui l'ont été tout autant. Bien que le Nigeria se soit classé deuxième du groupe A derrière la Guinée équatoriale, l'équipe fait preuve de solidité depuis le début du tournoi. Alors que les attentes étaient tournées vers leur attaque, réputée comme l'une des plus redoutables d'Afrique, c'est plutôt leur défense qui s'est distinguée. En face, l'équipe angolaise, tout comme le Nigeria, présente un parcours impressionnant. Les Rouges et Noirs ont débuté le tournoi par un match nul contre l'Algérie, avant de remporter des victoires contre la Mauritanie et le Burkina Faso, s'assurant ainsi la première place de leur groupe, une performance qu'ils avaient déjà réalisée en 2010. La République démocratique du Congo a la particularité d'être le seul quart de finaliste qui n'a toujours pas remporté le moindre match dans cette CAN. Les Léopards n'ont réussi qu'à arracher 3 matchs nuls. Toutefois, les hommes de Sébastien Desabre ont la chance d'affronter en quart de finale un adversaire qui semble proche de leur niveau, la Guinée, qui a eu l'opportunité de rejoindre le dernier carré, un exploit qu'elle n'a plus réalisé depuis presque un demi-siècle. Miraculé au sortir d'une phase de groupe terminée de manière chaotique par une défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a créé la sensation lundi en éliminant le Sénégal, tenant au titre au tir au but. Le pays hôte défiera en quart de finale de ses voisins le Mali, dans un derby qui s'annonce bouillant à Bouaké. Enfin, après avoir terminé en tête du groupe B devant l'Égypte et le Ghana, le Cap-Vert a eu beaucoup de mal à se défaire de la Mauritanie en huitième de finale. Les Cap-Verdiens auront sûrement fort à faire devant les Bafana qui ont dominé de la tête et des épaules le Maroc et se sont brillamment qualifiés pour les quarts de finale.
Quel coup franc de ce joueur qui intéresse beaucoup les clubs anglais, qui a permis donc au Bafana de se qualifier pour les quarts de finale. Messieurs, voilà, on est presque à la fin, mais pas encore. On ne va pas bouder notre plaisir, hein. On va regarder dans quelques instants ces affiches des quarts de finale, les 4 matchs qui commencent donc par Nigeria-Angola. Nigeria-Angola. On va regarder et... Voilà, donc le vendredi à 18h, Nigeria-Angola, 21h, la République démocratique du Congo face à la Guinée. Et le samedi, l'impressionnante équipe malienne qui va défier les Ivoiriens à domicile, la Côte d'Ivoire qui est le pays organisateur. Et la belle surprise, le Cap-Vert qui va jouer un adversaire très très difficile, l'Afrique du Sud. Je commence par Gilali Touzi, je commence par le premier match, le Nigeria. Le Nigeria, on attendait une attaque, on a trouvé une attaque et une défense. Et qui vont affronter l'Angola, qui a aussi impressionné, elle est montée en puissance. Après le premier match nul face à l'Algérie, elle a remporté ses 2 autres matchs. Certes, sur papier, le Nigeria part favori, mais cette équipe de l'Angola a vraiment épaté par son jeu, par un collectif, par la qualité de ses joueurs, la jeunesse de ses joueurs. Il y a un groupe qui s'est formé dans cette équipe. Le Nigeria, certes, lors du dernier match, a démontré un énorme potentiel sur le plan physique, sur le plan technique, Ils ont surclassé le Cameroun. Ils ont surclassé le Cameroun. Je pense que le Nigeria part avec la faveur du pronostic, mais attention à cette équipe de l'Angola qui peut créer la surprise. Juste pour parler encore de ce match, techniquement et physiquement, le Nigeria, ils sont impressionnants. Mais aussi, on voit le tableau pendant qu'on discute. Notre ami le réalisateur Khalid Bostanji va nous remontrer le tableau. Voilà. Je le disais, l'Angola, ils sont montés aussi en puissance. Et moi, je les trouve aussi physiquement extrêmement bien préparés pour ce tournoi. Il ne faut pas oublier que la moyenne d'âge de cette équipe de l'Angola est de 22 ans. Donc c'est des joueurs qui sont ensemble depuis pratiquement 6 à 7 ans. Donc il y a un groupe qui s'est formé, un état d'esprit qui s'est formé. Il y a une détermination dans cette équipe. L'équipe du Nigeria, certes, il y a des individualités, il y a aussi de l'individualisme au service du collectif. Avant de passer, Fatih, au second match, je voulais poser une question à Badrou. On parlait avant le début de cette compétition, surtout de l'équipe algérienne, de préparation physique, de météo sur place, locale. Est-ce que la préparation physique et le physique a joué un rôle prépondérant dans cette compétition, depuis le début, ce que vous avez remarqué? Certainement. On a vu des équipes monter en puissance de match en match, d'une part. D'autre part, celui qui va tenir, c'est l'équipe qui aura calculé la forme physique. On en avait parlé. Il ne suffit pas de préparer l'équipe physiquement. Mais il y a des calculs à faire, il y a des mésocycles à travailler. Des calculs sur le temps pour finir le mois, vous voulez dire? Oui, pour finir et puis pour monter encore en puissance. Moi, je pense que parmi les 8 équipes, ceux qui vont être en demi-finale et en finale, c'est les équipes qui ont bien calculé la forme physique de match en match, vous voyez. Donc, il y a des calculs à faire. Il y a c'est-à-dire entre le quart de finale et la demi-finale, il y a combien de jours? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est des charges moyennes? Est-ce que c'est des charges lourdes qu'ils doivent faire? Est-ce que c'est des séances complètes? Est-ce que c'est des réglages seulement? Tout dépend de leur préparation aussi. Il faut qu'il y ait une chronologie dans la planification des séances. Je vais vous donner un avis sur la chose, Gilali, et je vais vous poser la question. C'est une remarque interrogative, si je peux dire. Est-ce que vous avez remarqué, Badrou, que les équipes qui ont eu des blessures, le plus de blessures, c'est les équipes qui se sont le plus préparées, qui ont commencé très tôt la préparation? Écoutez, pour vous répondre et être sincère avec vous, il suffit pas de travailler beaucoup, il suffit de faire des séances qualitatives. Comprenez, même sur le plan... question de Badrou, sur le plan statistique, on fait les statistiques, on sort les 24 équipes, celles qui ont eu le plus de blessures, c'est celles qui ont commencé la préparation très tôt. Surcharge à votre avis? Non, mais il ne faudrait pas, justement... C'était pour répondre à votre question. C'est la qualité. Parce que la qualité de l'entraînement, même sur le plan physique, compte pour beaucoup.
Hein, vous voyez, donc si ce sont des joueurs qui n'ont pas fait, vous êtes médecin et vous le comprenez très bien, si vous faites de la musculation, vous touchez le muscle compact et vous ne travaillez pas les tendons, les articulations, etc., ça peut engendrer des blessures. Tout à fait. Donc tout dépend de leur préparation dans leur club déjà. Ensuite, comment on doit préparer pour un laps de temps, pour ce championnat, pour cette Coupe d'Afrique, pour un mois de temps, comment nous devons placer nos séances et est-ce que c'est des séances de grande charge ou pas. Donc c'est ça le problème. Pour calculer la forme du jour J, on peut s'entraîner à fond sur le plan physique, mais le jour J, on n'est pas en forme. Djilali, ensuite on poursuit pour les matchs. Ce qu'on peut tirer comme conclusion, je dirais que par rapport à ces équipes qualifiées, tout en avançant dans la compétition, l'adaptation physiologique se fait plus conséquente. C'est-à-dire, Djilali veut dire qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Ouais, voilà. Ça s'applique un petit peu. Ouais. Ce que vous dites s'applique un petit peu. On passe tout de suite, ensuite on reviendra à ça, Djilali. La République démocratique du Congo, un quart de finaliste qui n'a pas gagné le moindre match. Ça, c'est surprenant. C'est surprenant. Ils ont la chance d'avoir une équipe en face qui est pratiquement du même niveau. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tombés sur une grosse cylindrée face à la Guinée. Je pense que tout reste possible dans ce match. Donc, je dirais que c'est deux équipes qui ont pratiquement le même niveau. Deux équipes qui peuvent prétendre à la victoire. Il y a deux équipes aussi. La République démocratique du Congo, c'est une équipe très costaud, physiquement. Très solide. Très solide. Les Égyptiens n'ont pas pu aller au bout. Ils ont fini au tir au but. La RDC a failli battre le Maroc. Ils ont manqué un penalty. Ils ont terminé à un but partout. Oui. Ça aurait pu être leur victoire, mais ils sont très solides physiquement. C'est une équipe très solide. C'est une équipe qui gagne beaucoup qui gagne beaucoup les duels. Ils sont présents sur toutes les balles, que ce soit aérienne ou au sol. L'équipe de Guinée, peut-être, elle est plus technique. Elle a des joueurs qui ont de la qualité technique beaucoup plus que les joueurs de la République démocratique du Congo. Je pense que le match reste ouvert et ça peut aller jusqu'à la prolongation. Ils se mouillent toujours pas. D'accord. Moi, à sa décharge, pour moi, c'est très difficile de pronostiquer RDC-Guinée. Oui, sincèrement. à ce niveau, je mettrai une pièce sur le Nigeria. Je peux me mouiller parce que... On y arrive. Par contre, vous n'êtes pas mouillé. Non, moi je ne me mouille pas. Moi, c'est fini. Vous posez les questions. Mouillé une fois. En bon journaliste, tout à fait. Vous posez les questions. Tout à fait. C'est ça la déontologie. Je pose les questions et les spécialistes sont là pour répondre. Je poserai la question, la première partie sera pour Djilali sur le plan technique, la deuxième partie sera pour Bodro et j'y arrive. Djilali, le Mali, une équipe impressionnante. Et je vais vous dire un secret, c'est des joueurs qui jouent ensemble de l'âge cadet, depuis U15. Ils sont ensemble depuis les U15 et qui vont jouer le pays organisateur. Ils sont limitrophes. Donc pas de problème d'adaptation, pas de problème de... Et la Côte d'Ivoire est le miraculé de cette Coupe d'Afrique. Pour le Mali, certes, sur le plan technique, individuel et collectif, c'est l'une des meilleures équipes de ce tournoi. Ah oui, un football léger, très beau football. De football de qualité. Reste maintenant la différence entre cette équipe et l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est l'expérience des joueurs ivoiriens qui peut faire la différence. Il y a aussi, je dirais, la stature ou le charisme de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Kessié, Fofana, c'est juste le nom. Pépé. Ils sont deux ou trois, c'est tout. Mais ils ont quand même fait basculer le match face au Sénégal. C'est une équipe qui a... Tu as remarqué, c'était la rentrée de Haller qui a fait tout changer. Je pense que la Côte d'Ivoire, de par son expérience et l'expérience de ses joueurs, peut faire la différence, mais cette équipe du Mali, certes, elle est joueuse, elle a des joueurs de qualité, mais elle n'a pas ce costume, elle n'a pas cette étoffe d'un champion par rapport à l'équipe. Et puis moi, j'ai lu une interview de Kessié qui s'est excusé auprès du peuple ivoirien. Ça, c'était après la débâcle du 4-0. Après la débâcle, et ensuite, c'est une équipe ressuscitée, ils étaient morts. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont envie de se racheter auprès de leur peuple. Ça va être très difficile, même pour un excellent Mali, de passer le cap de la Côte d'Ivoire. Et là, je m'adresse à la personne amoureuse de l'équipe du Mali, Badreddine Ben Hadjouja, Badrou. Comment vous expliquez, on a remarqué, Riyad, on en a discuté une fois, ils commencent avec un rythme, ils finissent avec
le même rythme. Effectivement. C'est extraordinaire. Moi, c'est une équipe, l'équipe du Mali, c'est une équipe qui m'a agréablement surpris. C'est une équipe qui va vers les duels. C'est une équipe bien organisée. Et puis, c'est une équipe qui joue au football. Techniquement, ils sont très bons. Techniquement, ils sont bons. Et techniquement, individuellement et collectivement. Tout à fait. Donc, moi, sincèrement, j'ai un penchant vers cette équipe. Voilà, Et puis, voilà quelqu'un. Pour le collectif, vous avez la réponse. Je vous dis, ils jouent ensemble depuis l'âge de 15 ans. Donc, c'est des genoux qui se on voit connaissent. ça sur le terrain. Voilà, tout simplement. Là, vous m'avez pas dit que je me suis pas mouillé. Moi, Si, il a dit Côte d'Ivoire. Là, je vous accorde. voilà, là, On a compris. Côte d'Ivoire pour Djilali et Mali pour Amadou. Chers téléspectateurs, pour une fois, Djilali Touzi, notre consultant, vient de se mouiller et de mettre une pièce comme le dit Riyad Belkhadim sur la Côte d'Ivoire. En avance. Le Cap-Vert, l'équipe surprise. Bon, surprise. Ça, c'était pour vendredi, maintenant on passe à samedi, Voilà. le match de samedi. Non, même le Mali, c'était le Oui, ça, on vient de finir vendredi, là on passe à samedi. Non, le Mali, il joue vendredi, joue samedi. Samedi à 18h. On peut revoir. Voilà. C'est le deuxième match du samedi. Le Cap-Vert, la surprenante équipe du Cap-Vert, entre guillemets, surprenante, parce qu'ils ont déjà montré, quoique c'est une équipe que l'Algérie avait battue il y a quelques mois par 5-1. À signaler que les deux équipes lusophones de cette Coupe d'Afrique, le Cap-Vert et l'Angola, sont passés premiers de leur groupe au premier tour. Exactement. Et ils jouent une équipe, une sélection. Mais alors là, tenez-vous bien, l'Afrique du Sud qui s'est baladée face au Maroc, elle s'est baladée. Les jeunes se sont amusés, ils ont tout fait. C'est pratiquement l'ossature du Mais club. Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns. 8 joueurs du Mamelodi Sundowns, plus comment il s'appelle Persito, Persito. le joueur du Ahli, et un autre joueur qui joue, je sais pas, dans le golf et tout. Ils ont un seul professionnel qui joue au Portugal. C'est tous des locaux, c'est l'équipe du Mamelodi Sundowns. Dans ce match, je dirais que c'est un match qui sera beaucoup plus très technique, moins physique. Parce que là, c'est deux équipes très techniques qui pratiquent un football basé sur la qualité technique individuelle, plus porté vers l'offensive. Donc, ça sera un match ouvert. Là, ça sera vraiment un pronostic difficile à faire. Cette équipe du Cap-Vert, je pense qu'elle a les mêmes caractéristiques sur la qualité individuelle. C'est un foot latin, c'est un football latin. Oui, du Mali, c'est-à-dire ils ont des joueurs très techniques. L'Afrique du Sud, certes, ils ont par rapport, je dirais, en plus de la qualité technique de ces joueurs, c'est un groupe, c'est la majorité des joueurs jouent dans une même équipe, et peut-être la différence, elle peut se faire sur le plan physique, parce que cette équipe de l'Afrique du Sud, elle baisse pas de régime, elle fléchit pas. Sur le On l'a vu physique, face au Maroc, elle sait absorber l'énergie de l'adversaire. non, elle ne baisse pas les bras sur le plan physique. C'est-à-dire, il n'y a pas de fléchissement sur le plan physique. Surtout, pourquoi ? Parce que la majorité des joueurs, c'est des joueurs locaux qui jouent en Afrique du Sud. Et dans les coupes africaines, ils sillonnent pratiquement toute l'Afrique. Donc, les organismes sont adaptés à ces situations. Oui, mais c'est aussi le... Vous allez dire quelque chose, Bedroualis ? Oui. Oui, il me regardait, mais moi je voulais juste après poser une autre question et puis vous répondre. Concernant le physique, justement, prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas physique. Parce que le physique, il y a des tendances. Vous voyez, il y a des entraîneurs qui préfèrent travailler de la force pour gagner les duels, et c'est très important. Par contre, l'Afrique du Sud, c'est des sprinteurs. C'est de l'explosivité. C'est des sprinteurs. J'allais vous le dire. Ils sont très rapides. Ils sont très rapides sur les 3 couloirs. Ils sont très rapides. Donc, leur physique se base sur la vitesse d'exécution. Ils peuvent endormir un peu l'adversaire, ensuite ils accélèrent. Donc, leur tendance, c'est de la vitesse. D'autres, si je prends en exemple le Mali, c'est la force. Si je prends en exemple la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est la force aussi. Nigeria, c'est vitesse et force. Oui, les deux, exactement. Combiné, oui. Donc, on peut remarquer cela pendant on a déjà remarqué cela pendant les matchs écoulés. Et puis, Moi, j'opte Riyad. juste, j'allais vous dire que c'est une opposition de style entre un jeu plutôt anglo-saxon, celui de l'Afrique du Sud,
un jeu latin, Tout à fait. portugais, Oui, du oui. côté du Cap-Vert. Pardon Gilles, Ouais. s'il faut mettre une pièce sur l'ensemble, moi j'en mettrais 2 sur le Nigeria. Je mettrai une petite, je laisse une petite pour les Bafana. Non, je dirais... J'y crois, moi, au Bafana. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, le Nigeria, et j'en suis persuadé, va nous surprendre dans les quarts et dans les demi. J'en suis persuadé. Pardon, c'est le Nigeria, la Côte d'Ivoire par rapport à leur expérience dans cette compétition. Je crois que c'est les seuls qui ont, avec l'Afrique du Sud, qui ont gagné un tournoi. L'Afrique du Sud, je crois que c'était en 96 chez eux. Chez eux. Avec Marc Fisch, le capitaine. Mais on n'est pas fini avec les surprises par rapport à ce qui s'est passé pendant la phase de poule. Donc les surprises peuvent être encore... Moi, je pense que le temps des surprises est passé. C'est mon avis, ça reste mon avis, ça n'engage que... Ben voilà, non, mais ça, c'est au contraire, c'est des engagements. Pour Fatah, il ne peut plus y avoir de surprise. Ah oui, c'est un grand d'Afrique qui va gagner. Moi, je dis qu'on peut encore... Il y a des équipes qui peuvent encore nous surprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis de votre avis et puis je suis avec le Mali de tout cœur. Oula, j'espère on a un que supporter du cette Mali sur le fois-ci, ça plateau. va être la bonne pour le Mali, hein, parce qu'ils n'ont jamais glané cette coupe. S'il faut mettre un ordre, Bedro, moi je mettrais Nigeria, Mali, Côte d'Ivoire. C'est mon avis. Ça reste mon avis. Ça vaut ce Puis que ça vaut. sur le plateau, il y a des pronostics qui fusent de partout. Hein. Bah oui. C'est vrai. En tout cas, c'est bien. C'est bien qu'on se mouille, même si on reste prudent dans ce que l'on dit. Ce ne sont que des pronostics. Donc on le rappelle, Riyad, pour le programme. Alors le Nigeria qui rencontre l'Angola vendredi 18h. Ensuite la RDC qui rencontre la Guinée à 21h. Ensuite c'est le samedi, le Mali à 18h face à la Côte d'Ivoire. Et le Cap-Vert face à l'Afrique du Sud. Voilà, une dernière chose à rajouter. Sinon, on pourra débriefer avant la finale, la semaine prochaine. Tout à fait. La finale, je crois que ce sera samedi ou dimanche. Le 11. Le 11. Voilà donc pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais avant de finir sur la Coupe d'Afrique des Nations, il y a également un acteur important de la compétition, l'acteur qui couvre cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la presse nationale, notamment la presse sportive. Et à cet effet, aujourd'hui, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a rappelé, c'était lors d'une rencontre amicale avec la presse sportive, le rôle de la presse sportive, justement dans l'accompagnement du mouvement sportif national. Le ministre de la Communication a également exhorté l'ensemble des journalistes à respecter et appliquer la déontologie tout en s'appuyant sur la loi 2023 sur l'audiovisuel. Et à la fin de la rencontre, le ministre de la Communication a répondu aux préoccupations, bien évidemment, des journalistes. On écoute le ministre de la Communication. C'est une rencontre amicale et fraternelle. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire passer un message que le journalisme sportif est une science, un art, un message et surtout une responsabilité. Et les journalistes aujourd'hui doivent être responsables dans la manière de traiter l'information et dans le choix de leurs invités. Voilà, donc il est bien de le rappeler, c'était donc le ministre de la Communication. On va rester avec le football, mais avant tout, c'est fini pour la Coupe d'Afrique des Nations. Jingle. Voilà pour la CAN, on va rester avec le football. Pas de championnat ce week-end, puisque place à la Coupe. Et puis cette semaine, avec le match perdu par l'USMA face au CSC, on a terminé donc cette 15e journée, synonyme de fin de la phase aller, qui a vu le Mouloudia être sacré champion d'hiver, symboliquement, bien évidemment. Vous l'avez compris, place à la Ligue 1. Jingle. Et voilà, Djilali me rappelait qu'il reste un match pour boucler cette 15e journée. Il reste un match à purger pour le Shabab Riyadi de Belouizdad qui remonte et qui continue à poursuivre le Mouloudia d'Alger. Mais avant cela, on peut d'ores et déjà faire un petit bilan de cette phase aller. Un bilan que nous a fait Saïd Fellak. On regarde.
Avec 36 points récoltés sur les 45 possibles, le Mouloudia d'Alger a été l'auteur d'un parcours exceptionnel, terminant la phase allée avec 11 victoires, 3 nuls et une seule défaite concédée lors de la deuxième journée à Constantine face au CSC. Les Verts et Rouges ont fait forte impression, dominant jusque-là le championnat de bout en bout, avec cette première place acquise dès la première journée. Le MCA a pu compter notamment sur un Youssef Belaili de retour en Algérie l'été dernier et qui a su guider son équipe aux victoires. L'international algérien continue d'ailleurs d'être le meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, bien qu'il ait manqué les 4 derniers matchs de son équipe en raison de sa participation à la CAN. Le Mouloudia peut se targuer d'avoir la meilleure attaque du championnat avec 33 buts inscrits, mais pas la meilleure défense qui revient au Parado AC, qui n'a encaissé que 6 buts en 15 matchs. Un retour en force du PAC qui termine cette première phase du championnat à la 3e place, loin du parcours catastrophique de la saison dernière. Une 3e place qu'occupe également l'USM Alger avec 26 points qui, après un début de championnat très compliqué, ponctué par le départ de son entraîneur Abdelhak Benchicha, a su revenir très fort en dépit de sa défaite surprise concédée à domicile mercredi soir devant le CS Constantine qui a mis un terme à sa belle série de 6 victoires de suite. Une contre-performance qui a profité au CRB Louiset qui prend seul la 2e place avec 28 points et un match en retard à disputer encore face au MC El Beyed. Un autre succès des gars de l'Aqiba et ces derniers se retrouveraient à 5 points du MCA. Avec 7 victoires, 3 nuls et 5 défaites, les deux clubs de l'Est, l'ES Sétif et le CS Constantine, ont alterné le bon et le moins bon, marquant beaucoup de buts, mais ont fait preuve d'une certaine fragilité défensive. À la 7e place, on retrouve l'USM Khenchla, 23 points, qui reste sur la même lignée que la saison dernière, alors que la JS Kabylie, 8e, semble manquer cruellement d'ambition cette saison encore et continue de décevoir son large public. La JS Sawa se positionne à la 9e place avec 22 points, juste avant une belle équipe de Biskra qui, malgré la crise financière qui frappe le club, a su se montrer solide. 11e, le MC El Beyed aura vécu une phase allée cauchemardesque en raison de cet accident de la circulation qui a coûté la vie au gardien Zakaria Bouziani ainsi qu'à l'entraîneur adjoint Khaled Meftah. Un drame qui a ébranlé le football algérien et qui a fait mal à l'équipe, qui a su néanmoins se relever après cela et espère désormais assurer son maintien rapidement. Le NC Magra et l'AS Ochlef 12e et 13e respectivement perdent du terrain progressivement et se rapprochent des profondeurs du classement alors que l'ES Benaknoun, premier non relégable, continue de croire en son maintien. Le MC Oran, avant-dernier, espère vite se relever et compte sur un mercato hivernal réussi pour se remettre sur le droit chemin et éviter la relégation. Une relégation qui semble inéluctable toutefois pour le premier, l'US Souf, qui comptabilise 4 petits points au compteur. Comme chaque saison, la valse des entraîneurs a marqué cette phase allée et seuls le MCA et l'US Biskra ont gardé le même entraîneur. Et voilà, la valse d'entraîneurs, c'est une conclusion intéressante. Et donc le Mouloudia et Biskra qui ont gardé leur entraîneur. Très intéressante, hein, cette première partie de championnat que va nous disséquer dans quelques instants notre consultant. Où, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande indécision en bas, où les promus ont du mal dans ce championnat, où un grand de l'Ouest, le MCO aussi a du mal, mais en haut, à part le Mouloudia qui est parti comme une fusée en début de saison, il y a plein d'équipes qui lui courent derrière, et c'est ça qui rend très beau notre championnat, c'est cette indécision. Et on va d'abord faire un gros plan, une loupe dans l'œil du coach de cette semaine sur cette phase allée avec le bilan du coach. Touzi, tout de suite, l'œil du coach. C'est à vous, coach. Bon, pour cette phase allée, j'ai fait un petit bilan. Bon, le niveau technique, je dirais qu'il est appréciable. Qualité et quantité dans le jeu. Il y a de la qualité, il y a aussi dans le contenu et dans la qualité. Donc on a vu un bon niveau. Prolifique en but aussi. 250 buts ont été marqués, une moyenne de 16 buts par journée. C'est énorme, hein, oui. C'est parmi les plus prolifiques. Exactement. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a de jolis buts qui ont été inscrits.
par différents joueurs, que ce soit le but de Bayazid, de Dao, de Ben Khammassa. Il y a pas mal de buts inscrits d'une fort jolie manière. Je dirais le meilleur buteur de la phase aller, c'est Bellaili avec 11 buts. Meilleure attaque, le MCA, 33 buts. Meilleure défense, le Parado avec 6 buts. Beaucoup de victoires à l'extérieur, contrairement aux saisons précédentes. Pas beaucoup de matchs nuls avec un score vierge. Il y a eu des matchs nuls, mais pas beaucoup avec score vierge. Arbitrage, je dirais, satisfaisant. Pas beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Pas beaucoup de... Peu d'erreurs, ou en tout cas des erreurs qui ont fait basculer l'issue d'un match. Il n'y a pas eu. Donc pas beaucoup de matchs, pas beaucoup de, je dirais, de cartons jaunes ni de cartons rouges. Ils sont minimes. Le fair play, il est total. Pas d'incident majeur. Donc les matchs se sont pas déroulés. d'incident, alhamdoulilah, ni sur la pelouse, ni à l'extérieur. Bon, je dirais, il y a eu l'éclosion de pas mal de jeunes joueurs talentueux, à l'image du gardien Mellala de Biskrar, Rjem de la GSK, Titraoui, Qaddour, Zougrana, Nishat, Soukou, Abada. C'est des jeunes joueurs. Abada, j'ai bien aimé. Jeunes joueurs, ouais. De 13 équipes ont changé d'entraîneur. Sauf le MCA, le Biskra et Paradou. Donc, ce qui démontre le classement. Paradou, il a changé. Bon, c'était pas avant l'entame du championnat. Ouais, ils ont changé. Je dirais aussi, il y a parfois dans des matchs, il y a eu présence record du supporter. Donc, je vais être plus explicite, je dirais par classement. Je vais commencer par le premier jusqu'au 16e. Donc, le Mouloudia d'Alger, c'est le leader incontestable de ce championnat par rapport à ce qu'elle a produit, par rapport à son effectif. Meilleure attaque, deuxième meilleure défense. Donc, elle mérite amplement le poste je dirais, le leader du championnat. CRB qui a fait un début de championnat difficile, mais ils étaient beaucoup plus préoccupés par la Coupe africaine. Exactement. Donc ils sont revenus par la suite. Le Paradou qui a échappé à la relégation de justesse la saison précédente. On va faire club par club, mais on peut quand même poser des questions aussi. Non, notamment pour le Paradou qui a bien commencé dans le championnat et puis qui a marqué le pas, même s'il est quand même en haut du classement. Mais ils sont sur le podium, même s'ils ont marqué le point. Mais cette équipe très technique, très joueuse, ce qu'il y a de nouveau dans cette équipe cette année, c'est sur le plan tactique, où l'entraîneur a travaillé beaucoup le placement sur le terrain et ils sont très forts dans le jeu de transition. On continue avec la première partie de classement. On va dérouler. Allez-y. L'USMA, avec un début de championnat très difficile. Et après les matchs de la Coupe de la CAF, ils sont revenus. Ils sont à 6 victoires d'affilée. Donc, c'est une équipe qui est sur le podium. Donc, c'est des équipes qui reviennent en force. 6 victoires sur 7. Le CFC les a coupés dans leur élan. Ils allaient enchaîner la 7e victoire. Ils ont perdu hier face au CFC. Il y a l'entente. Malgré le jeune âge de ces joueurs, c'est des joueurs jeunes qui n'ont pas d'expérience. Je pense qu'ils sont en période de transition. Donc c'est une équipe qui est dans le haut du tableau, malgré l'inexpérience de ces joueurs. Il y a l'USMK en 7e position, Khenchela. Je dirais que l'instabilité sur le plan technique a fait que cette équipe se trouve dans cette position. Il ne faut pas oublier qu'ils sont au 3e entraîneur depuis l'entame de la saison. Mais c'est une équipe qui reste l'une des de cette ligue. La GSK, par rapport à l'effectif, je dirais que l'effectif n'est pas pléthorique, ils ont un effectif juste moyen. Et puis pour l'info, il vient de les quitter, il vient de signer avec l'USMA d'Alger. C'est pour cette raison qu'ils ont, des résultats en dents de scie. Donc c'est qui confirme que la GSK a besoin de joueurs d'envergure. La Saoura qui nous a habitués à mieux, elle se trouve à la 9e position. Je pense que la politique de cette équipe a changé. Maintenant, ils sont en train de puiser dans les catégories jeunes. Donc la majorité des joueurs proviennent des jeunes catégories. Biskra je dirais que pour moi, c'est l'une des attractions de son championnat par rapport à ce qu'ils ont fait comme résultat à l'extérieur. Ils ont des difficultés à domicile, mais à l'extérieur, ils ont ramené beaucoup de résultats, beaucoup de points. Je pense que l'état du terrain... J'aime beaucoup. Je crois qu'ils ont pris 7 points à l'extérieur, je crois. Si plus. 7 ou 8 points. Oui. Donc, c'est l'état de la pelouse qui les gêne un petit peu parce que c'est une équipe très joueuse. Le Bayed, dommage pour cette équipe. Après
drame qu'ils ont vécu. Le drame qu'ils ont vécu. Donc cette équipe, peut-être, elle n'arrive pas encore à redémarrer, mais je pense que cette équipe, avec le temps, ils vont se ressaisir. Et c'est une équipe qui va peut-être jouer le maintien aisément. Magra, qui, par rapport à ses moyens, l'équipe de Magra est en train de se battre pour qu'elle... Moi, je les ai trouvés excellents face à l'USMA. Ils auraient pu revenir dans le match si ce n'était pas le troisième. Ils ont de la patte, mais peut-être aussi c'est une question de souffle et de moyens. Oui, de moyens financiers beaucoup plus, cette équipe. Mais je pense qu'elle a les moyens de se maintenir dans cette ligue. L'AS Chlef, je pense que c'est la déception. Une équipe qui a entamé le championnat en force. Je dirais aussi l'instabilité sur le plan technique a pesé sur le classement de cette équipe, surtout qu'elle renferme... Ils ont dégringolé, ils étaient deuxièmes à un moment donné. Hein. Ils étaient premiers à un moment donné. Les 3 premières journées, ils étaient premiers. Donc c'est une équipe qui a un potentiel important de joueurs, que ce soit de jeunes joueurs ou joueurs d'expérience. Ils se retrouvent à la 12e position. Donc c'est un peu... c'est une déception pour cette équipe. Ben Aknoun qui a des difficultés à avoir une dynamique de victoire, surtout après l'arrivée de Dzeri. Certes, il y a eu des performances positives. Je crois que c'est les champions du match nul, Ben Aknoun. Ils ont beaucoup de matchs nuls. Mais ils ont, je dirais, fait beaucoup de matchs nuls, ce qui ne leur permet pas d'avancer dans le classement. Le MCO, c'est, je dirais, par rapport à ce qu'il y a eu en intersaison, par rapport au bouleversement, par rapport aux problèmes que cette équipe a eu dans l'intersaison. Donc l'équipe est en train de... Et aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont fait une mauvaise préparation. Cette équipe est en train de peiner. Mais je pense qu'ils ont le potentiel pour revenir. L'équipe de Souf qui n'arrive pas à s'adapter à cette Ligue 1. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont des joueurs, je dirais, d'un niveau technique moyen. Ils n'ont pas de moyens. Donc cette équipe va trouver difficulté pour rester en Ligue 1. Merci donc pour cette analyse, cette face à aller. Ça va peut-être nous permettre de nous projeter sur la deuxième partie du championnat, qui est la plus intense, où il y a le plus de pression, où il y a la pression également sur les arbitrages, parce qu'il y a des matchs en jeu, il y a des équipes qui vont cumuler les points pour se maintenir, il y aura la course au titre et bien sûr la fameuse course au maintien. Qu'est-ce qui nous attend dans la phase retour ? Déjà qu'il y a le mercato, Riyad, a signalé que il y en a qui commencent à... Khenchla perd son fer de lance. Il perd Bako qui vient de signer au MCO. Ça, c'est déjà... Le MCO a une très belle recrue pour cette phase retour. Le SM Alger, qui récupère le maître à jouer de la JS Saoura Bellatrash et Bokhenchouch déjà. Et ils viennent de recruter le joueur, l'international camerounais qui était à la Coupe d'Afrique des Nations. Absolument. Son nom va me revenir. Excellent numéro 9, excellent avant-centre. Atela, merci. Heureusement, on a un consultant très précis. Le Mouloudia qui a recruté aussi un jeune Ivoirien de 19 ans, dont on dit beaucoup de bien. L'entente de Sétif qui a récupéré le fameux avant-centre qu'on a beaucoup suivi la saison, Etala, du MC El Biyad, qui a signé à l'entente de Sétif, et ça manquait à l'entente de Sétif. Ils ont récupéré aussi Ben Khalifa de l'USM Alger, qui est parti à l'entente de Sétif. Donc les clubs, même ceux qu'on juge décevants en cette première partie, sont en train de se réarmer. Absolument, ils se réarment parce qu'ils n'ont pas le choix. À commencer par le Mouloudia d'Oran, dont la situation fait mal au cœur. Un grand club comme le MCO se retrouvait dans cette situation, ça fait vraiment mal au cœur. L'entente de Sétif, l'aigle sétifien, qui s'y est pris en retard avec les changements qu'il y a eu au début de saison. Abdelkader Amrani qui est venu, qui est reparti, il n'a même pas fait... Et puis il faut dire que le nouveau propriétaire, la société Sonalgaz, il est nouveau, il est arrivé juste avant le début du championnat, donc tout est nouveau à Sétif. Tout est nouveau à Sétif, et en plus, le nouveau propriétaire l'a dit clairement, il travaille sur le long terme. Exactement, sur le long terme. Et vous allez voir les résultats. Parce que, vous savez, Riyad, la différence entre l'entente de Sétif et les autres clubs. Vous savez qui c'est qui encadre les U15, les U17, les U19 C'est Kamal Adjes, c'est Melik Zorgan, c'est Yisad Bourahli. C'est des noms. C'est les anciens champions d'Afrique. C'est les anciens champions d'Afrique qui sont en train d'encadrer ces jeunes. Et vous allez voir les résultats dans les années qui viennent. Maintenant, pour revenir à ce que disait Gilali, moi j'aurais résumé, il est très vaste le résumé, ce que vous avez dit, il est très détaillé. Voilà. Je le résumerai en top et en flop.
Alors, le Mouloudia d'Alger, ça a été le top. Le régal avec le public du Mouloudia, tous les matchs Peut-être du c'est une Mouloudia. des plus belles entames de championnat du Mouloudia depuis... oui, depuis une vingtaine d'années. Au moins. Ah oui, depuis une vingtaine d'années. Le CRB Louisded qui impressionne une fois qu'il s'est libéré de cette histoire de Coupe d'Afrique et qu'ils ont récupéré Paqueta. Là, ils redéveloppent le jeu. On retrouve le Shabab Riyadi de Louisded. Les joueurs de l'USM Alger qui ont adhéré à la méthode Galidou. Et ça s'est montré sur cette... Bon, allez, 18 points en 7 matchs. Tout à fait, on va leur accorder les circonstances atténuantes, c'est un petit peu la fatigue. L'enchaînement des matchs. Tout simplement. Le CS Constantine qui souffle le chaud et le froid, le bon et le moins bon, ils alternent le bon C'est et pour ça le que je moins trouve bon. le championnat de cette année fantastique. Tu as dit tout à l'heure un truc, il est très indécis. Tu as dit une chose très très intéressante. On ne sait jamais, par exemple, avec le NC Magra, ils partent, ils battent le CSC à domicile, ils rentrent chez eux, ils perdent avec Khenchla. Donc on peut s'attendre à tout avec ce genre d'équipe. Donc je dirais le top et le flop. Le Mouloudia, l'USMA, le CRB, les habituels, ils sont là, ils sont en train de régaler et de tirer le championnat vers le haut. Malheureusement, les promus comme Ben Aknoun, les souffrent du mal. Ben Aknoun, qui commence depuis l'arrivée de Bilal Ziri, qui commence à réagir. L'US Souf qui n'a pas pu prendre S'adapter. pas prendre la vitesse de croisière de ce championnat. Et surtout, le Mouloudia, la grosse déception, c'est le Mouloudia d'Oran. Donc, c'est des tops et des flops, Riyad. Moi, je résumerai ça en ça. Top et flop, vous avez quelque chose à ajouter? Ensuite, on parlera de la gestion du physique pour la deuxième partie de saison. Je dirais que la phase retour sera plus compliquée que la phase aller par rapport aux enjeux qu'il va y avoir, que ce soit en haut du tableau ou en bas du tableau. Si vous vous rappelez bien, lors de nos dernières émissions, je vous ai dit que ça va se jouer, le podium ou les premières places, ça va se jouer entre le Mouloudia, le CRB et l'USMA. Donc, chose qui est en train de se faire. Alors, Il reste encore 15 heures. il reste 15 matchs. Alors, il reste 15 matchs. Alors, la reprise, ce sera le week-end du 9-10, je crois. C'est ça. 9-10 février, c'est-à-dire juste après la coupe de ce week-end. Donc, ça ne s'arrête pas. Alors, pas de trêve. Quelques joueurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus de Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas joué. Benbout et Blaid n'ont pas joué. Il n'y a que Blali qui a un peu joué. Pas de laps de temps pour se reposer ou se préparer pour la deuxième phase. Comment vous la voyez physiquement et comment on va gérer les physiques dans les clubs? Écoutez, on l'a déjà expliqué avant, dans le physique, il y a plusieurs phases. Vous avez, par exemple, la préparation physique générale, on n'en parle plus. Non, mais là, il ne s'arrête pas. Hein. Oui, justement, on n'en parle plus puisqu'il n'y a pas un laps de temps long, important pour recharger les batteries. Avant, quand il y avait 3 semaines de repos, entre l'aller et le retour, etc., on devait recharger les batteries des joueurs et tout le monde allait vers une petite durée de préparation physique générale. C'est-à-dire on revient un peu sur la préparation physique générale. Actuellement, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin. Il y a même un enchaînement des matchs. Un enchaînement. Donc, il va y avoir, dans chaque microcycle d'une semaine, il va y avoir 1 ou 2 séances physiques. Mais quel genre de physique? C'est le physique spécifique, justement. Dans une équipe, vous avez des joueurs qui ont fait, par exemple, la Coupe d'Afrique, ils reviennent, il ne va pas travailler ce jour-là, ne va pas travailler avec ses coéquipiers de la même manière. Donc, vous voyez, elle est spécifique par rapport à chaque joueur. Et là, l'intérêt, c'est d'avoir des spécialistes, pas un seul préparateur physique dans une équipe, mais plusieurs. Très bien. Alors, juste pour terminer avec le bilan, Fatah, un point, moi, que je devrais... on va encore les tester à la phase retour, mais en tout cas pour cette phase aller, malgré les compétitions africaines, un bon point pour ceux qui organisent le championnat au niveau de la fédération, c'est notamment le président de section de Ben Aknoun. Oui. Il n'y a pas trop de retard, on vient de purger proprement tous les matchs de championnat, il n'y a pas d'énormes retards. Il n'y en a pas même. Si vous vous rappelez, d'ailleurs il a accordé sa première interview à la télévision algérienne, à Canal Algérie. À vous? Oui, c'était moi, ça aurait pu être n'importe qui, mais c'était cheval de bataille. Plus encore, s'il y a un mot plus fort que ça, c'était un principe pour lui
ne pas finir un championnat, ne pas en faire un championnat marathon. Il a dit, on est là pour s'accommoder, pour s'adapter aux compétitions africaines. On va aider nos équipes qui disputent les compétitions africaines. Il est hors de question de cumuler les matchs comme ça. Et la preuve, il est en train de tenir parole. On est à peine le 1er février et tous les matchs tout le championnat est épuré. C'est pas facile à faire. Il passe des nuits et des jours à préparer ça. On tient à le saluer. C'est pour ça je veux qu'on leur tire chapeau aujourd'hui. Absolument. Lui et son équipe, on tient à les saluer. Allez, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vous laisse 30 secondes. Le fait important, c'est qu'aucune équipe ne se plaint jusqu'à maintenant. Oui. Ça prouve que c'est bien organisé. Parce que c'est appliqué pour tout le monde. Oui, exactement. Alors merci. Avant de passer au handball, on va parler de la Coupe d'Algérie ce week-end. On va regarder le tableau, Farid, de quelques matchs de cette Coupe d'Algérie. Les voilà. Et vous allez nous donner le programme de quelques matchs. Oui, notamment, il y a absolument il y a des matchs qui se joueront le vendredi, d'autres le samedi. Le vendredi, l'Oued, par exemple, Oued Souf qui reçoit l'US Ben Aknoun, deux sociétaires de la première division. Le Nerbet Lerma qui reçoit le Mouloudia d'Alger à Mila. Le match sera transmis en direct sur Canal Algérie avec au commentaire Saïd Fellak. À Ouirgla, l'IRB Ouirgla qui reçoit le Parado Athletic Club. L'Abe Berika qui reçoit l'Aïs Ochlef, le Ned du Sendé qui reçoit le Wam Mostaganem et le NRB Tazawert qui reçoit l'entente de Sétif. Aussi, le vendredi, Riyad, à Gigel, la GS Gigel qui reçoit Ouled Yaish. À cette occasion, vous savez que la GSD est en deuil. On vient de perdre l'un des doyens de la GSD, Ammi Bachir Aliwa, Allah yarhamou. C'est un ex-président, un ex-dirigeant. Et je tiens à présenter mes condoléances à toute la famille Aliwa et toute la famille de la GSD. Et toute la rédaction de Canal Algérie, de la télévision algérienne, bien évidemment. Voilà, au nom justement de toute la rédaction des services des sports de Canal Algérie. Aussi, un autre match, d'autres matchs le samedi à Riyad, le samedi 3 février à Oran par exemple, le MC Oran qui recevra le CRB Benitour à 13h45, à Biskra. Ça sera en différé, vous le commenterez, en différé sur Canal Algérie. Sur Canal Algérie, le soir. Juste un mot rapidement, Benitour, que Bedran connaît bien, puisqu'il a été préparé là-bas, absolument. Abiskra, l'US Biskra qui reçoit Borjardir. Le dimanche 4 février à Magra, le NSM Gara qui reçoit le CS Constantine. À Annaba, l'US Bokhadra qui reçoit l'USM Alger. Un petit poussé avec un ténor, c'est le charme de Dame Coupe. Le lundi, à Al-Bayed Stade, Zakaria Mjdoub, le MC Al-Bayed qui reçoit le CRB Mchria. Et à Tizi Ouzou, stade du 1er novembre, la JS Kabylie qui recevra le CRB Louis, qui devait recevoir le CRB Louis Dead, s'est reporté à cause du programme de la JSK et du CRB Louis Dead. Merci. Voilà donc pour la coupe. Rapidement, on va passer maintenant au handball. Jingle handball. Rapidement, on va présenter donc le championnat qui reprend ce week-end après la Coupe d'Afrique des Nations. Présentation signée Sid Ahmed Bouraïd. Dans le groupe A, le Ain Touta, co-leader, aura a priori la faveur des pronostics lors de la réception de l'ES Constantine, lanterne rouge. La victoire est obligatoire, surtout que l'autre co-leader, le CRB Mila, évoluera sur le terrain de Zirou Youssef, 7e avec 10 points. Le HBC Biar, 3e, aura l'occasion de rester au contact de Mila et Ain Touta lors de la réception de l'Olympique Marnia avant-dernier. En bas du tableau, on note la chance d'empoignade entre Arzeu et le MM Batna. Dans le groupe B, les co-leaders, la JS Skikda et le MBB Borj Bouaririj, auront également la tâche facile sur le papier, affrontant respectivement Metlili Lanterne Rouge et le NRKGA 8e. Les joueurs d'Oulet Lilet 3e auront à eux une tâche difficile en affrontant un concurrent direct pour le podium, Shelrom Laïd en l'occurrence. En bas du tableau, le CRB Alger Centre évoluera sur le terrain de Belmorad Raïs, alors que le Mouloudia d'Alger aura un périlleux déplacement à négocier à Saoura pour faire face à l'équipe locale. Merci Sid Ahmed. On va revoir tout de suite rapidement le tableau pour ceux qui veulent se déplacer dans les salles demain. Donc dans le groupe A, vendredi, Ain Touta, ES Constantine, Batna, Arzeu, OM Annaba Ourgla, Olympique Louet Saïda, Zirou Youssef Serbe Mila et Handball Club d'Elbiar, Olympique Marnia. Dans l'autre groupe, le groupe B, vendredi, la GS Skikda face à OB Metlili, la GS Saoura
Mouloudia d'Alger, le CS Belmondraïs face au CRBE Alger Centre, Balika face au CR Borj Boualij, l'autre club de Borj, le M Borj Boualij jouera le NRK Alger, et puis samedi à 15h, chez le Roumelaïd, Oued Klilet. Voilà donc pour le hand. Maintenant, on va passer à l'athlétisme, jingle athlétisme. Athlétisme avec, on en a parlé la semaine dernière, cette semaine il y aura le cross de Tizi Ouzou qui va se courir. Et là on va revenir sur le magnifique cross, alors c'est le cross régional centre-ouest jumelé au cross, au challenge Abdou Serwani qui s'est couru donc au magnifique cross du parcours du golfe de Bel Ibrahim. Bourab y était et il revient avec ce reportage. 654 athlètes représentant 92 clubs issus de 21 wilayas étaient sur la ligne de départ. Chez les cadets, la victoire est revenue à Karima Achish chez les filles et Mohamed Tfer chez les garçons. سباق صعب من البداية حتى النهاية. صعب المثابرات تحقق كل شيء. Chez les juniors, la victoire est revenue à Nfel Azaïd de Médéa et Anas Djayhiya de Kromchlef. Allez Sissou! Allez Sissou! Allez Islam! الحمد لله كان السباق بالنسبه لي ما كانش صعب كثير مع لي زعما العداءات كامل جريت معاهم. الحمد لله قدرت نحقق نتيجه بين العداءات، وان شاء الله لما نحقق نتيجه في البطوله العالميه الجامعيه ان شاء الله. Chez les seniors, Rania Zik de Borj Bouariri l'emporte chez les dames. باركور صعيب هكذا. كنت انا وعداء بندر الملكه تعاوننا وتحصلت على المرتبه الاولى، ونشكر ثاني عاونتني عداء بندر الملكه في الاونترينمون في صوالح بزاف، وحتى الشيخ تاعي ثاني نشكرو واللي عاونوني اللي وقفوا معايا، وما ننساش ثاني برج بوعريج اللي وقفت معايا والحمد لله يا ربي على هذه المرتبه. Salim Atallah du JT Sétif remporte la mise chez les seniors hommes. والله المسلك يعني كنت متخوف منه شوي، ولكن طلع المسلك في المستوى يعني كويس، في هبطات طلعات، ولكن الحمد لله يعني. Une bonne organisation a caractérisé ce challenge qui porte le nom du défunt Abdou Serwani. Il faut rappeler que Abdou Serwani était athlète quand il était dans les catégories cadettes. Il était dans le club de Nahd de Hussein Dey. Donc c'était véritablement un connaisseur de l'athlétisme. Et en cette occasion, aussi, donc on se rappelle aussi de son petit garçon Ketib, donc qui l'a amené toujours avec lui donc dans toutes les compétitions. Et voilà un coucou pour toute sa famille, ونترحموا عليه إن شاء الله. Le niveau, quel est le niveau, surtout chez les jeunes, le parcours il est impeccable, surtout cette période. L'organisation elle est magnifique, donc il manque rien. نهضروا عليه شويه. عبدو السغواني صحفي ورياضي اللي كان يدافع على الرياضيين، انا نسميه محامي الرياضيين. يعني مام هو في فتره من الفترات كان يدافع لنا على هذا ميدان الجولف، كانوا يغلقوه علينا، هو كان يدافع عليه باش جابوه هنا ونا نديروا فيه السباقات العدو الريفي هذوما. Très belles images, hein. Merci Sidi Ahmed Bouraïb. On a écouté là le dernier intervenant, Aziz Bouras, président de la Ligue d'Alger d'athlétisme, et puis juste avant le champion méditerranéen, je crois que c'était à Tunis et en Italie, à Bari, des Jeux méditerranéens, c'était Louahla Malik qui parlait de notre ami, notre collègue, mon collègue Abdou Serwani, on pense à lui. Et puis c'est des images magnifiques, hein. On voit les seniors et les juniors, et toutes les catégories. Le cross rassemble toutes les catégories.
catégorie. D'ailleurs, il y a eu plus de 70 clubs participants, il faut le dire. C'est une discipline qui rassemble une masse extraordinaire, donc de qualité aussi. On a vu plusieurs athlètes de haut niveau, niveau au moins international, pas l'élite. Dommage qu'il était organisé avec... C'est ce que je voulais dire, justement. Le seul point négatif, c'est qu'il a été programmé en même temps que le cross Childab Noir de Tlemcen. Or, les challenges de cross, normalement, c'est un seul pour que tous les meilleurs courent la même course. Pour rehausser le niveau. Hisser le niveau vers le haut. Absolument. Ça d'une part, d'autre part, on a vu une très bonne organisation. Il faut le dire, la Ligue d'Alger aujourd'hui a gagné beaucoup d'expérience. Elle travaille d'arrache-pied. Elle organise, si vous voulez, elle organise beaucoup de compétitions, même sur piste, et elle organise correctement. Il faut le savoir. Pour nos téléspectateurs, pour organiser une compétition en athlétisme, il faudrait plus de 80 officiels. 80 officiels, on ne parle pas d'argent. Il en faut aussi. Voilà, merci. Quand ça se passe bien, on le dit aussi. On va terminer avec le basket et le championnat avec la 13e journée. Jingle basket. Le basketball avec le tableau complet de cette journée qui est prévu samedi. Donc, Nahd Dussendé affrontera à 15h l'AS Le Bouagui. L'OS Bouch Barerich face à l'USM Blida, toujours à 15h. Tous les matchs sont à 15h. Banissaf Wabou Farik et PS L'Alma face à l'USMA d'Alger, US Sétif ou Letchebel. Et puis à partir de 17h, le CB Louiba affronte le CSC Guide Constantine, TR Draria face au NMB Staweli et puis le CRB d'Al-Beda face au Mouloudia d'Alger à 17h. Voilà donc pour le programme complet de basketball. On a été complet, messieurs, on arrive à la fin, ça va très vite. Hein. Le week-end, on y est déjà. Oui. Pour ceux qui vont aller au week-end, il y en a d'autres qui travaillent le week-end, n'est-ce pas Fatah, merci Badalo d'avoir été avec nous cette semaine. Merci Gilali, merci Fatah. Merci Riyad. Vous avez des remerciements. Absolument, on ne doit pas oublier ceux sans... On ne les oublie pas, On ne sera jamais là. C'est Faria les Shahinez qui sont juste derrière, Lies qui est juste à côté, et Ryan, Koko Ryan, les cadreurs, nos cadreurs, le maestro Stoll, bien sûr, sans lui, on ne peut rien faire. Amina, notre script, Farid Bostanji, notre réalisateur. Le grand maestro. Mokhtar Hammani, notre red chef, et puis toute l'équipe de la rédaction. Voilà. Et l'équipe de la rédaction qui prépare les sujets sexuels, Saïd Flag et Sami Achichou. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end à regarder les programmes de Canal Algérie. Bonsoir et bon week-end.